Bonjour Alim et bienvenue dans ce numéro 3, troisième épisode. Du coup, aujourd'hui on va continuer sur ton expérience portugaise. Comment vas-tu ? Salut Cyril, écoute, je vais très très bien. Très très bien, merci. Bon, alors la dernière fois c'est vrai qu'on a un peu tergiversé sur Lisbonne, les expats et tout, c'est le sujet de l'émission de toute manière. Et aujourd'hui on va parler un peu plus de ton expérience professionnelle à Lisbonne. On va commencer par quelque chose qui a peut-être été un peu obscur au dernier épisode. On a parlé souvent de statut RS. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est ? Statut Recibo RS. Verde, pardon. Ah alors ouais, alors comment dire, ce statut, c'est un statut qui est conseillé, que je conseille à toute personne qui s'installe en tant qu'indépendant au Portugal, qu'elle soit portugaise ou pas. Ce statut, c'est un peu le statut d'auto-entrepreneur. Donc, c'est le statut pour les freelances, c'est-à-dire que tu fais ce qu'on appelle une déclaration d'activité auprès des finances, l'un des bureaux, donc principalement le bureau de ton quartier. Et le fait de déclencher de déclencher cette activité te permet de facturer. C'est-à-dire que moi dans mon cas, donc sur des missions de conseil, j'ai ce statut. J'émets à travers le site des finances une facture à mon client. Donc, ce qui permet de centraliser les infos, c'est-à-dire que le fisc portugais sait combien j'ai facturé à mon client, et lorsque le client me paye, il reçoit aussi, donc de ma part, un document donc validant la transaction et expliquant donc qu'il a payé qu'il m'a payé ce qu'il devait. Ce statut d'auto-entrepreneur, entre guillemets, il est bien plus rapide à mettre en place qu'en France. Il y a des avantages qui sont relativement intéressants. Il a aussi ses inconvénients. Donc, la protection sociale, elle est minimale. Donc, c'est sur un forfait de 20 euros par mois. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y a toutes ces infos dans le livre blanc qui est dédié à l'entrepreneuriat au Portugal. Mais par contre, tu as des avantages. Là, depuis peu, avec la crise qu'on vient de traverser, il vient de passer un palier. Le palier qui était à 10 000 euros auparavant, aujourd'hui, il passe à 12 000. Et ce palier, c'est le palier à partir duquel tu commences à payer une taxe. Je m'explique. Si sur l'année, tu factures 20 000 euros de conseils, d'activités en tout genre, de services, vente de produits ou autre. On va rester sur le conseil. Ton chiffre d'affaires de 0 à aujourd'hui 12 000 euros, l'État portugais ne va pas te l'imposer. Donc en fait, voilà, tu as un cadeau fiscal sur tes 12 000 premiers euros. Et au-delà de 12 000, en fait, tu rentres dans un palier. C'est au-delà des 12 000 euros, donc à dire pour aller des 12 000 aux 20 000, tu ne vas pas payer tes impôts sur les 8 000 euros restants. En fait, tu vas payer tes impôts uniquement sur 75% de ces 8 000 euros. L'État portugais part du principe que le pourcentage restant, étant donné que tu ne peux pas émettre de notes de frais ou tu n'as pas d'abattement fiscal, comme peut l'avoir une entreprise, ce pourcentage, en fait, sert à la promotion et à de l'investissement pour ton activité. C'est très rapide à mettre en place. Mais vraiment, c'est très, très rapide. Pour souvenir, le mien, moi, ça m'a pris une demi-heure. C'est tu rentres au bureau des finances, tu prends le formulaire. Il y a, comme toujours, 2-3 documents à fournir, pièce d'identité portugaise ou étrangère, passeport en l'occurrence. Tu as le document qui stipule que tu es résident européen au Portugal. Et à partir de là, donc en fait, il y a 2-3 questions. C'est qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous comptez faire comme activité. Donc, tu as tout un déroulé d'activités. Et derrière, on te demande d'estimer le volume d'affaires que tu vas réaliser. Et c'est pas plus compliqué que ça. Donc, une fois que tu ressors avec ce document, qui peut être, je vais pas le terme, je vais utiliser le terme que j'ai en tête, et antidaté, c'est-à-dire que tu peux commencer ton activité en juin, déclarer ton activité en septembre, mais en stipulant que tu vas commencer à travailler en juin. Donc à aucun moment ça va t'impacter. Donc c'est vraiment le statut qui permet de lancer une activité, de démarrer une activité, savoir si ça marche ou pas, et puis après switcher cette activité sur un statut d'entreprise type
SARL, comme on peut avoir en France, et là en l'occurrence au Portugal, ça s'appelle la LDR. Peu long, mais je crois que c'est plus, je crois que ça dure, c'est moins long de déposer les statuts au Finanzas. Et du coup, tu as ouvert ce statut pour quelle activité? Moi, c'était pour du conseil en communication et du conseil en création de boîte. J'ai deux activités depuis la communication, c'est une activité depuis 2010, voire même avant, parce que comme tu sais, j'ai été prof avant de valider mon master 2 en 2010. Et depuis 2013, en fait, je conseille et j'accompagne les gens à créer leur business, et soit repenser leur idée, soit véritablement les accompagner dans le business plan, dans le business plan et l'étude de marché. Donc en fait, moi, j'ai coché la case, c'est la 1500 et quelques, je l'ai plus en tête, et c'est autre prestation de service. En fait, et ça te permet de faire en fait tous les boulots liés au service. Tu peux faire du digital, tu peux faire du conseil en marketing, en communication, du conseil, du conseil en ingénierie. Il y a pas de limite. Et moi, j'ai ouvert ce statut parce qu'arrivé au Portugal, je savais pas trop encore si j'allais faire que de la com ou si j'allais faire autre chose. Et en l'occurrence, le fait d'avoir coché ce statut, ce statut, donc qu'ils appellent Otros Servicios, m'a permis en fait d'avoir un seul statut, de tout centraliser au niveau fiscal, et derrière de faire de la com en digital, de faire de la com un peu plus traditionnelle, de l'accompagnement de création de boîte, de collaborer avec le réseau de mandataires IAD. Ouais. C'est vraiment une facilité. Et moi, c'était à ce moment-là, pour une idée d'entreprendre, je savais pas trop encore ce que j'allais faire. Donc j'ai fait ce que je savais faire, c'était du conseil en création de boîte. Et à partir d'octobre-novembre, ça a commencé à germer un peu plus dans ma tête. Et à partir de là, j'ai commencé à lancer des activités, certaines qui ont été très courtes. L'une, c'était Bondia Brunch, et après qui a switché en Enjoy Your Lunch. C'était la confection et la livraison de brunch et de box repas pour le midi. C'est éreintant, mais c'est hyper intéressant parce que ça t'ouvre pas mal de portes, parce que du coup, tu as accès à pas mal d'entreprises. C'est éreintant, et puis par la suite, en fait, j'ai préféré vendre l'activité. Concrètement, quand j'ai vendre l'activité, oui, j'ai vendu le carnet de commandes et mon listing client. Donc la personne qui a repris l'activité avait clé en main déjà une clientèle. D'accord. Et du coup, comment t'as lancé l'ISAD après? Je lance l'ISAD, je lance en 2019. L'idée germe dans ma tête très très vite au moment où je suis chez Google. Je suis chez Google, j'intègre Google fin mai 2018. Donc c'est les contrats comme tu connais, donc c'est les contrats, tu es là sur des missions de 3-6 mois, et puis après donc on peut te faire switcher en CDI. Moi ça m'intéressait clairement pas du tout. Moi j'ai vu ça comme étant une école, comme l'une des meilleures écoles de formation dans le digital. Et surtout moi ce que je voulais comprendre, je voulais comprendre le milieu de l'advertising, qui était le milieu de la publicité en ligne. Parce que vu de l'extérieur, c'est un truc qui est génial, qui est très simple. Vu de l'intérieur, ça peut vite devenir une usine à gaz. Et vraiment, il y a des tas d'exemples, il y a des tas d'anecdotes plus ou moins marrantes. Je dis plus ou moins marrantes parce que parfois ça a été marrant pour nous, parce qu'on a vu des trucs auxquels tu sais, par exemple, une des personnes ne comprenait pas, c'était un client suisse, il ne comprenait pas qu'il ne pouvait pas vendre de couteaux en ligne. Mais des couteaux de combat, il ne comprenait pas pourquoi il ne pouvait pas faire de la pub pour des couteaux de combat en ligne. Alors qu'il n'était pas du tout professionnel de la vente d'armes ou quoi que ce soit. Tu dois débattre avec ce genre de client. Et donc des fois ça se passe mal. Et en fait, en intégrant donc Google, en fait, t'as une excellente formation, faut dire ce qui est. T'as une excellente formation de plusieurs semaines. Donc on t'apprend à créer de la pub sur Google Ads. On t'apprend à créer de la pub sur YouTube. On te donne les cartes pour savoir comment fonctionne tout l'univers Google.
Et c'est une formation que tu peux répercuter sur tous les autres, tous les autres GAFA. Parce qu'aujourd'hui, Amazon fait de la pub, Facebook fait de la pub, tout le monde fait de la pub. Et tu te rends compte, en fait, il y a un tronc commun. Donc, ça a été une excellente formation. Et à la fin, donc au moment de mon départ, en fin octobre, début novembre, je me pose quelques semaines. Donc, moi, je continue à faire du conseil. Et je continue à collaborer avec le réseau de mandataires immobiliers. Et je reprends contact avec des gens avec qui j'avais bossé. Certains avec qui je suis ami. Et je leur soumets l'idée. Donc il y avait une structure qui était bien faite. Et en fait, on voulait faire que du Google Ads au départ. On en parle, donc on fait tout ce qui est paperasse, donc on se lance dans la rédaction de contrats, de conditions générales d'utilisation et autres. Et on se lance, pour l'anecdote, on achète le nom de domaine lisa-agency.com, on l'achète le 14 février, jour de la Saint-Valentin, 14 février 2019. Et à partir de là, en fait, c'est du boulot, tu structures des offres, tu les déstructures, tu les restructures, et au fil de l'aventure, certains nous quittent. J'ai pas leur casser du sucre sur le dos ou quoi que ce soit. Et au départ, tu sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Et tu te dis, comme dans toute association, je pense que si on était resté autant au départ avec autant de personnalité, on aurait explosé en plein vol très tôt. Et aujourd'hui, j'aurais pas la motivation à continuer à bosser là-dedans. Surtout dans la communication, où il y a souvent besoin d'esprit de caractère plutôt fort. C'est ça, c'est quand t'as des caractères, il y a des exemples, je vais pas donner de nom, il y a des caractères qui étaient très forts. Moi, ça me plaît, un caractère fort, ça me plaît, mais à partir du moment que tu t'assumes, quoi. C'est comme quand tu bricoles, le type qui te regarde, qui fait « Ah ouais, moi, j'aurais pas fait ça. » Et il part. Fais-le. Soit tu le fais, soit tu me dis quoi faire, soit par pitié, tais-toi. Parce que la planche en bois, elle va venir, mais très vite. Ah là là. J'ai déjà bossé avec des caractères très forts, donc des fois ça va au clash. Et quand ça va au clash, au moins c'est réglé, et puis après, problème, tu le mets dans un tiroir, t'en parles plus. Honnêtement, ça fait mal parce que c'est ton idée, donc c'est ton idée, c'est ton projet. Tu l'ouvres, puis après, tu sais, tu embarques des gens avec toi. Il y a une certaine loyauté envers les gens, et ils ont une loyauté envers toi, mais après, à un moment donné, quand ça va au clash, ça va au clash. Et c'est pour ça que je dis, quand ça pète, tu te prends une gifle, et puis, écoute, soit on oublie ou on continue, soit tu commences à ressasser, et puis concrètement, ça mène à rien, quoi. Donc voilà. On a commencé à faire du Google Ads. Et puis très tôt, en fait, on a intégré du Facebook Ads, on a intégré tous les outils Google qui permettent de faire de la promotion. C'est Google My Business, Google Ads, les fiches Google My Business, du Google Analytics pour l'analyse et la gestion du trafic sur les plateformes, sur les sites internet. Et puis après, moi aimant le SEO, donc on a intégré du SEO, et puis création de sites et création de supports de communication, même de la charte graphique. Donc en fait, aujourd'hui, au sein de l'ISAD, l'une des forces de l'ISAD, c'est qu'en fait, on est en capacité de prendre l'intégralité de la communication d'une personne, d'une entreprise. C'est soit la personne qui dit, voilà, tout est opérationnel, j'ai juste mon site à changer, ou j'ai juste une campagne de pub à lancer sur Google Ads, on peut le faire. Tout comme la personne qui arrive au départ et qui te dit, voilà, j'ai un budget, j'ai aucune idée. Et l'idée, des fois, c'est, j'ai même pas de logo, j'ai pas le nom de ma boîte, j'ai le nom de ma boîte, mais j'ai pas le nom de mon site internet. Voilà, j'ai pas d'identité graphique, j'ai pas de charte graphique, j'ai rien. Et ben là, en fait, on est en capacité de le faire. Comme tu sais, aujourd'hui, les principaux clients qu'on a signés, c'est principalement des boîtes qui ont été créées ou qui, à un moment donné, ont décidé de pivoter.
D'accord. Et en Et des fois, parallèle de ça, tu étais un peu sur Malaga, il me semble. Alors, j'ai été à Malaga parce que je connaissais la région. J'ai été à Malaga C'est en pour Espagne, hein, pour ceux qui savent pas où c'est. Lisbonne étant en Portugal. J'aime le rappeler aussi des fois. Ouais. 4e volume, on donnera un cours de géographie ibérique. Et donc Malaga. Malaga, j'y vais, je reste quelques jours, mais j'ai été en contact pendant. Donc, je connaissais la région donc de Malaga, Estepona et autres. Et puis après, donc j'ai eu l'opportunité d'y retourner parce que la collaboration avec le réseau de mandataires immobiliers à Lisbonne, en fait, ça s'est soufflé. Enfin, de mon point de vue, ça s'est soufflé parce que après, moi, je suis plus dans le conseil que la vente. Donc, j'ai cette posture-là et surtout d'accompagnant aussi. Et j'ai l'opportunité en fait d'aller développer une antenne de IAD à Malaga. Voilà, IAD qui est un installer, réseau immobilier pour ceux qui savent pas, qui voilà, arrive en France là. réseau de mandataires immobiliers. C'est un réseau de mandataires immobiliers, si je dis pas de bêtises, français qui a vu le jour en 2008. Et la première internationalisation, ça a été le Portugal en 2015. Et aujourd'hui, le Portugal fait quasiment les meilleurs chiffres de tout le réseau qui est installé en France, donc dans l'ordre chronologique France, Portugal, Espagne, Italie, et avec une ouverture courant 2021 pour l'Allemagne. Donc en fait, j'y vais et j'installe Magid, un type avec lequel j'étais en contact, le feeling étant bien passé. C'est-à-dire qu'il y a une petite étude qui est faite pour savoir où s'installer dans le sud de l'Espagne. Est-ce qu'il y a une préférence pour Malaga, Marbella, Estepona ou autre? Donc là aussi, moi, ça me permet de faire mon boulot qui est d'accompagner. 2, sur une filière qui est l'immobilier que je découvre depuis à peu près 1 an et demi. Et en fait, moi, je prends ça comme une aventure. Donc, je connais le coin, je connais le job, je commence à connaître la filière. Le gars m'a l'air sérieux, donc en fait, écoute, je fais mes valises et je vais quelques jours à Malaga. Et aujourd'hui, le type est installé à Malaga, il fait du chiffre à Malaga. Donc, c'est le mec le plus heureux au monde là-bas. Donc, ça m'a permis d'allier toutes mes compétences et tout ce que j'aimais faire. Tout ce que j'aimais faire et tout ce que je savais faire aussi. Et du coup, donc tu switchais entre Malaga et Lisbonne pendant un temps. Ouais, mais ça a été très court. C'est parce que c'était intense. Mais ouais, j'ai switché entre Malaga et Lisbonne. Et puis après, une fois qu'il était installé, après, comment dire, c'est un entrepreneur, il a beaucoup plus de bouteilles que moi. Il a 10 ans de plus que moi. Entre les deux, de switcher, ça te permet d'avoir une ouverture autre parce que là, moi, au moment où je switch entre Malaga et Lisbonne, ça fait, si je te dis pas de bêtises, ça fait 2 ans et demi. Et sur ces 2 ans et demi, j'ai dû quitter le Portugal 3 semaines. Donc à un moment donné, il y a besoin de faire un truc. Écoute, Malaga, c'est juste magnifique. Malaga, c'est sublime. Marbella, c'est sublime. Estepona, c'est sublime. Je suis entre Malaga et Lisbonne. Alors parlons un peu business. Quand tu es à Lisbonne, tu travailles qu'avec des Portugais ou qu'avec des expats? Quand je collabore avec le réseau de mandataires, avec l'IAD, c'est du 50-50. Parce que tu as les acheteurs, tu as les vendeurs. Les vendeurs sont principalement portugais, les acheteurs sont principalement français. Français ou anglais. Ou grecs. J'ai eu des grecs aussi. Donc là, je bosse avec des portugais et des étrangers. Par contre, dans le milieu de la com, que ce soit dans le conseil en communication et l'accompagnement à la création de sociétés, c'est principalement des Français, des francophones. Parce que je mets en avant, et c'est un truc sur lequel je m'appuie, et ça doit rassurer les clients, c'est qu'autant je suis installé au Portugal et je connais les rouages du business au Portugal, mais j'ai commencé ma carrière en France. Donc ce qui fait que j'ai un pied un pied en France, un pied au Portugal, et de ce fait, j'ai une vision un peu plus large. Donc, c'est-à-dire lorsqu'un client décide de s'installer au Portugal, mais qu'à un moment donné, il ne sait pas il sait pas comment il va vendre son produit, et qu'il te dit, c'est pas un souci, je mets ça dans un carton, je l'expédie en France.
bah là, tu sais, tu dois un peu le retenir, quoi. Pas complètement, il y a 2-3 règles à respecter. Ça dépend du produit que tu commercialises. Ton produit risque, quoi, de passer la douane. Il va mettre 3 semaines à passer la douane. Et comme il y a des possibilités qu'il ne la passe pas. Donc ouais, je me suis rapproché très vite de la communauté francophone. Très vite. Et donc écoute, avec les clients, ça se passe bien. Donc c'est vrai que ça m'aide pas malgré mes quelques heures de cours de portugais à maîtriser le portugais. Mais écoute, ça va, je m'en plains pas. C'est long, hein, le portugais, hein, même encore après 10 ans de pratique, je le parle pas au top. Bah, c'est long, c'est-à-dire que moi j'ai un défaut, c'est que je m'ennuie très vite dès que tu me mets entre 4 murs. Mais tu peux me raconter tout ce que tu veux, au bout d'un temps tu me perds. Tu me perds, c'est connu, je crois que on a combien de temps de cerveau disponible par heure? Je crois que c'est 12 ou 15 minutes. On intègre des infos pendant 12 ou 15 minutes. Moi, je crois que mon ratio, si ce que tu racontes ne m'intéresse pas plus que ça, ou si c'est de la grammaire, mais c'est archi compliqué, je crois que tu me perds au bout de 4. Au bout de 4 minutes, tu me perds. Donc moi, j'ai fait le choix de galérer les 18 premiers mois. Voilà, mais littéralement de galérer, c'est que j'ai imprimé des cours en ligne, le jour de la semaine, les mois, les chiffres, droite, gauche, en bas, en haut, vraiment des mots que tu apprends lorsque tu as un niveau de CEP. Et en fait, je les lisais. Donc automatiquement, tu commences à te construire des phrases. Et au bout de 18 mois, j'estimais avoir, je vais pas dire beaucoup de vocabulaire, mais j'avais du vocabulaire. Quelqu'un m'interpelle dans la rue, me demande une info, je le comprends. Je peux lui répondre. Par contre, il me fallait, écoute, avec tout le vocabulaire que j'avais accumulé, à un moment donné, c'est pas mal de le mettre dans un shaker et de sortir une phrase qui a un sens. Oui, en fait, au bout de 18 mois, je prends des cours de portugais, tout en sachant que, faut être honnête, que je me suis fait chier pendant les 3-4 premières heures de cours. Parce que c'est. Et puis, le portugais, c'est une approche aussi, c'est comme l'anglais, quoi. C'est des approches de construction de phrases un peu différentes. Ça. Les jours de la semaine aussi, c'est moi-même, je suis encore, ça fait plus de 10 ans que je le parle, je suis encore obligé de compter sur mes doigts pour pas me tromper dans le jour de la semaine. Quand on te dit segunda-feira, donc toi segunda deuxième, donc deuxième mardi, puis non, c'est lundi. C'est lundi. Et donc du coup, attends, c'est quoi? Mardi, c'est tercer. C'est tercer. Ouais, et puis quatre. Quarta, quinta, sexta. T'arrives dans les sexta-feira, machin. Mais sixième jour, c'est quand? T'en peux plus. Ah ouais, littéralement traduit, hein, ça veut dire second jour de marché. C'est ça, t'en peux plus, c'est pas possible, c'est une blague. Ah ouais, c'est un peu compliqué. Et puis, bon, alors il y a un petit truc qui commence à faire. Enfin, au Portugal, tout le monde parle un peu le français ou l'allemand ou l'anglais, donc tu t'en sors assez facilement. Mais il y a un truc qui commence à être un peu détestable là, au Portugal, c'est quand tu commences à leur parler en portugais et qu'ils te répondent en anglais. C'est très japonais comme méthode et ça devient un peu heurticant. Moi, je le prends du fait, je me dis, c'est soit. Moi, je le prends mal, hein. Après, moi je suis pas luso-descendant, donc le portugais n'étant pas l'une de mes langues natales, c'est-à-dire qu'en fait je me dis, c'est soit mon niveau de portugais est tellement dégueulasse que ça lui arrache les oreilles, ce qui est possible, soit en fait il comprend que j'ai du mal avec la langue, qui parfois est vrai, et parfois c'est vrai, parfois ce n'est pas le cas, et en fait il veut faire un effort en parlant une langue qui se dit que je maîtrise. En l'occurrence l'anglais. Et après, c'est vrai qu'au Portugal, tu as les anciens qui parlent un très bon français. Combien de fois j'ai pris un taxi ou un Uber, tu te retrouves dans une espèce de bulle, dans une capitale, donc tu te dis, bon, je prends mon téléphone, je passe les coups de fil que j'ai à faire. Donc là, toi, t'es en train de parler en français, donc des fois, c'est des discussions pro, des fois, c'est des discussions intimes. Et t'as pas calculé ton chauffeur, qui est un manque de respect total que j'assume et que je regrette. Et quand tu descends, qui te dit bonne fin de journée, monsieur, dans un français parfait. Donc là, tu te dis putain, qu'est-ce que j'ai raconté? Ah oui, non, mais ça, moi je parle pas en français dans les voitures, parce que oui, pareil, j'ai déjà pas moi, mais une amie à moi, une mésaventure comme ça, et c'était très rigolo quand on a quitté le taxi et qu'on s'est aperçu qu'il parlait français. C'est toujours très marrant ça. Et ça, à l'inverse, ce qui est marrant, c'est qu'à l'inverse, je l'ai au Maroc, où les mecs dans les taxis parlaient arabe pensant que je parlais pas arabe.
Ah, J'adore. Ah, je les laisse finir. Je les laisse finir. Je laisse aller bien au bout de leur réflexion, parfois des réflexions racistes. Et une fois que, tu sais, que l'ambiance commence à se détendre un peu et que le type, il oublie, puis il se rappelle que t'es là, donc il se tourne vers toi, il commence à te parler en français, et que tu lui réponds en arabe, ça te jette un froid dans le taxi. Mais ça te jette un froid. Donc c'est... Ouais, non, les Portugais parlent un excellent anglais, les anciens parlent un excellent français. Et après, je vais pas dire que c'est ça qui fait que je me suis pas... Je vais pas dire ne pas m'intéresser à la langue. Et après, il faut dire que clairement, quand je suis arrivé, j'avais pas le temps. Les seules heures de cours que j'ai trouvées qui rentraient dans mon planning, c'était 3 fois par semaine de 19h30 à 21h30. Donc, faut y aller, quoi. Faut y aller, et puis... puis je l'ai fait, écoute, et puis maintenant, ouais, je peux le lire, donc recevoir des mails en portugais, bah écoute, ça me dérange pas. Je fais l'effort, après un petit coup de correction quand même, de répondre en portugais. Comme je te disais la dernière fois, c'est quand il y a un coup de fil et que c'est pas hyper compliqué dans la compréhension, je réponds en portugais du mieux que je peux, quoi. Bon, pour finir sur le côté linguistique, effectivement, je crois que c'est une des 10 langues les plus dures du monde, le portugais. Même si c'est une langue latine, c'est une langue en fait avec beaucoup de subtilité. Il y a 2 formes pour le verbe être qui veulent pas dire du tout la même chose, alors que nous en français on a qu'un seul verbe être. Eux ils en ont 2. Un qui dit être comme être vivant et l'autre qui dit être là. Donc déjà rien que là les subtilités tu t'en chies un petit peu, quoi. Du coup, on fait comment du business avec des latins atlantiques? Tu négocies, faut être patient, faut être extrêmement patient. Ah, ils aiment pas répondre à leurs mails. Oui, pardon, voilà, je viens de m'énerver. Vas-y. Ils répondent pas aux mails. Des fois, on te dit, normalement, c'est sur un message. Hein, je donnais un rendez-vous à quelqu'un. Ah, je peux pas être là aujourd'hui. Par contre, demain, c'est bien que tu viennes là-bas. Tu vois, alors demain, on va être confiné. C'était un samedi en plus, donc on va être confiné. Moi, je fais comment pour revenir? J'ai un avion le lendemain. En fait, je réponds ça. Hein, je réponds littéralement, je réponds ça. Hein. En fait, la personne ne revient plus jamais vers moi et ne me prend plus au téléphone. Donc, c'est assez hallucinant. Donc, ouais, ça peut être lent par moment. Ça répond pas aux mails, ça répond pas au téléphone. Il y a un truc ma pote Stéphanie qui peut te le confirmer, c'est une capacité à te blacklister au téléphone. Mais du jour au lendemain. C'est tu discutes avec quelqu'un, c'est tu lui donnes un rendez-vous, tu lui envoies un devis, quoi que ce soit, et ça ne lui convient pas, ou à un moment donné ta tête ne lui revient plus, il te blacklist. Et donc non, parfois c'est assez frustrant. C'est assez frustrant. Donc non, comment tu fais du business, c'est tu négocies. Tout se négocie. Ce que j'aime dire, c'est qu'à un moment donné, tu négocies, mais dans la limite du raisonnable. Je connais pas de job qui se fasse gratuitement. Je suis désolé. Hein. J'en connais pas, surtout dans le milieu du conseil ou dans le digital. Donc tu es sur du non palpable. Donc tu arrives pas avec une caisse avec des données dedans. Donc ça n'existe pas. Donc et t'es pas sur une obligation de résultat. Parce que tu donnes du conseil, tu fais du conseil, tu t'accompagnes des gens, mais comme je dis, tu les accompagnes. Derrière, c'est si tu lances un resto, moi je vais t'accompagner dans ta communication. Par contre, si au resto, ton serveur fait la gueule que ta cuisine n'est pas bonne, concerne pas. Et ça, par contre, j'ai été confronté au Portugal. Et autant par des luso-descendants, autant par des Français. La personne ne comprend pas et automatiquement, en fait, ça vient de toi. Ouais, je résume un peu ce que tu voulais dire parce que je voyais pas où tu voulais en venir. Effectivement, il y a un petit peu de mauvaise foi dans le business. C'est ça. Et puis à un moment donné, moi, ma double casquette étant dans le digital, dans la communication, on parle de communication digitale aujourd'hui, étant dans la communication, donc voyant des mecs qui lancent des business
Et ayant un pied dans la création de boîtes, que ce soit en France, comme j'ai pu le faire en France, au Maroc ou je le fais au Portugal, c'est en fait, moi, ça me donne une légitimité à dire à un moment, il n'y a pas si longtemps que ça, à une cliente, on parlait de webinar. Elle n'a pas beaucoup de monde. Et je lui ai dit, on est au mois de décembre, la plupart des bleds sont confinés depuis février ou mars. J'ai des webinars, je lui dis, même moi, j'en peux plus. Parce que je lui dis, s'il fallait que je regarde tous les webinars qu'on m'envoie, pour répondre aux invitations, je dis, je me fais 8 à 10 heures de webinars par jour. Donc, à un moment donné, c'est plus possible. Donc ça, par contre, parfois, c'est compliqué de le dire aux clients. Mais à un moment donné, faut le dire. Faut le dire, je le dis. Donc après, certes, comme tu dis, il y a un peu de mauvaise foi. Parfois, il y en a beaucoup. Mais parce que je pense aussi la mauvaise foi vient du fait que certaines personnes dans notre secteur d'activité ne diront pas à leurs clients. Ils vont leur dire quoi ? Non, écoutez, mettez plus de budget pour être encore plus visible. Et moi, quand j'entends ça, c'est mets plus de budget, sois plus visible et agace encore plus. Tu vois, paradoxalement, là, pour le Portugal, j'ai vraiment l'impression aussi que c'est deux mondes. Quoi qu'on en dise, les Français, on est très, très cartésiens. On est très factuel par rapport aux Portugais qui marchent plus à la fois à l'instinct et à ce qu'ils perçoivent. Et c'est très compliqué de faire du business avec des Portugais quand tu comprends pas le code portugais, où en fait lui il va te dire ce qu'il perçoit et il faut que tu lui fasses la preuve que sa perception soit rentre dans ton factuel, soit ne correspond pas au factuel, aux données que tu as. Et là il faut laisser maturer avec le factuel, et après c'est lui qui reviendra en te disant t'avais raison, ou tu le reverras plus jamais parce qu'il ne voudra pas admettre qu'il a tort. C'est ça. C'est vachement... Et après, il marche à l'affect. C'est ça le terrible, le vrai truc. Et par exemple, pour la com, là où on bosse tous les deux, qui bousille le business, c'est qu'il marche à l'affect. Énormément. Et ils pourront avoir un communicant mauvais. Si c'est un bon pote, ils reprendront pas d'autres communicants. Ils arrêteront avec leur pote le business. Et du coup, ils se diront dans leur tête, tous les communicants, ils sont mauvais. Ils ont tendance à généraliser. Et oui, ça va super vite. Et clairement, alors après avec les nouveaux qui sortent d'écoles de commerce qui se sont un peu plus européanisés, notamment avec des parcours un peu plus uniformes sur toute l'Europe, ils ont plus tendance, avec les retours d'expérience qu'ils ont eu à l'étranger, à savoir se remettre en question très rapidement. Mais la génération 80-90, alors je parle même pas de 70 et 60, non, ça se remettra jamais en cause. Et puis il y a ce côté, on faisait comme ça avant, je vois pas pourquoi ça marchera pas comme ça maintenant. Et ça, mais ça je l'entends, mais écoute, je dis, c'est dans l'expédition de produits généralement. Ouais, mais avant on faisait pas ça. Je sais pas, mais peut-être qu'entre-temps, tu as des laboratoires médicaux qui ont foutu la merde à un moment donné, il y a eu des morts et que, écoute, moi je peux pas en vouloir à un pays de réguler les produits qui rentrent sur son territoire. Il y a un boulot en amont que la personne devait faire et qui n'a pas été fait surtout. Parce qu'aujourd'hui, que tu sois en France ou au Portugal, si tu montes un business, tu veux expédier des produits, on va rester dans le médical, le paramédical ou autre. Tu peux pas l'envoyer en Angleterre en te disant ça va passer, c'est l'Europe. Moi j'ai déjà dit à un client, est-ce que vous avez entendu parler du Brexit ? Il me fait pourquoi ça va impacter mon business ? Je sais pas, chez moi ce qui m'inquiète c'est que vous n'êtes même pas posé la question. Et là en fait là tu sais donc là alors soit tu passes pour le dans l'équation, tu prends la place du méchant ou du type qui n'a pas envie de bosser. Voilà, c'est très compliqué d'être franc. Enfin, pour résumer ce que tu dis et synthétiser, c'est vraiment très compliqué d'être franc. Un Anglais ne te répondra pas ça. Par exemple, un Anglais, il verra toujours en toi une opportunité. Il ne sait pas de quoi encore, mais il verra une opportunité.
Un Allemand, il te demandera des faits et si les faits sont bons, il te dira bah banco, on y va ou ça ne m'intéresse pas et il t'expliquera pourquoi ça l'intéresse pas. Le problème, c'est que le portugais et l'espagnol aussi, on va peut-être pas catégoriser les gens, mais ces cultures latines vont toujours laisser la porte ouverte sans jamais rien te confirmer et sans jamais vraiment t'écouter. Et il y a des Français au Portugal qui prennent le même pli. Ça m'est déjà arrivé, il y a un bon feeling, on parle de choses intéressantes et on se dit bah tiens, on se voit dans 15 jours pour faire des trucs. On les voit dans 15 jours et puis ils donnent plus de nouvelles. Et c'est très chiant parce que ça les discrédite quoi. Et toi, tu peux même pas te remettre en cause en disant bah j'ai mal fait un truc, mon approche était pas bonne ou machin. Et en fait, t'as pas à te remettre en cause. C'est vraiment une façon de faire qui n'est pas bonne. Au début, tu te remets en cause, tu te dis peut-être que j'ai fait une connerie, peut-être qu'il y a eu un souci d'interprétation, quoi que ce soit. Et puis après, tu regardes les faits, tu te dis non, écoute, moi j'ai fait le job, je propose le truc, il signe, et on y va. Mais après, ouais, tu peux pas. Après, la remise en question, c'est un truc qui est très bien. Mais après, ce que je dis, c'est la remise en question, ça peut pas être un truc quotidien avec tout le monde. Voilà. Non, mais voilà. Bon, tu vois, là, on peut boucler. Mais c'est vrai que faire du business au Portugal, c'est un peu comme faire du business au Japon. Si vous n'avez pas un Portugais avec vous dans votre business, ça va être très, très compliqué de rentrer dans les bons cercles. Ah, ça, je te l'accorde. Là-dessus, je suis d'accord avec toi. Voilà, donc non, pour revenir à ça, tout se négocie, il faut faire tes preuves et clairement aujourd'hui, c'est les clients qu'on approche ou les clients qui nous approchent, c'est après une recommandation. Voilà, ouais, ça c'est pas mal après, parce qu'au moins, moi qui ai beaucoup bossé et qui remet en place là sur mon activité la recommandation, c'est pas mal parce que on n'arrive pas en tant que VRP sur un client, on arrive, votre ami m'a dit de vous contacter parce que vous avez un besoin. Est-ce que c'est vrai ? Ouais. Est-ce que vous voulez qu'on en parle ? Ouais. Voilà, tu vois, il y a rien de mieux pour le business. Bon. T'as vécu un moment particulier à Lisbonne cette année, le confinement, le lockout généralisé de l'Europe. Ils l'ont vécu. Voilà, tu l'as vécu en France, mais t'avais encore ton associé là-bas une partie du temps. Comment ça s'est passé pour ton activité là-bas ? On avait signé 2 clients, 2 clientes. Donc en fait, on n'a pas vu, on n'a pas été impacté directement. On n'a pas été impacté aussi pour la simple et bonne raison en fait qu'il n'y avait pas de coût de structure. On aurait pu s'installer dans des bureaux, on aurait pu s'installer dans des open office. On l'a pas fait puisqu'en fait l'ISAD en février a eu 1 an, donc on attendait de voir où on en serait au bout d'1 an. On avait la capacité financière de le faire, de prendre des bureaux dans un espace. On l'a pas fait et ça a été l'une des meilleures choses en fait. C'était l'une des meilleures choses parce que on n'a pas dépensé de l'argent pour rien dans un premier temps. C'est les espaces ont été fermés très rapidement parce que ça a été des espaces comment dire, tu vas à Second House, au Time Out Market en face de Cage. T'as des gens qui viennent du monde entier tous les jours. Donc tu peux pas te permettre de contrôler l'intégralité du flux de freelance et d'entrepreneurs sur place. Donc sur le chiffre, ouais, il n'y a pas énormément d'impact. On n'a pas perdu de plume, clairement. Après, c'est compliqué pour une boîte qui, dans sa première année, subit une telle crise. Parce que c'est au bout d'1 an, tes process sont en place, parce que tu n'envisages d'être que sur place. Moi, ce qui était mon cas, ce qui était mon souhait, ce qui a toujours été mon souhait. Donc, quand tu es sur place, tu as la capacité de développer ta boîte. Moi, je suis rentré en février, puis après, le confinement a fait que je suis resté en France. La grosse problématique, ça a été en fait un frein phénoménal dans le développement. C'était un frein phénoménal parce qu'on avait plus d'un an. Puis on avait 1 an à ce moment-là, donc ce qui fait qu'on commençait à se faire connaître. On commençait à avoir une place. On envisageait d'être présent sur différents
sur différents salons, sur différentes manifestations, comme on l'avait fait en 2019 avec, au sein du réseau Entreprendre avec le salon de l'entrepreneuriat et de l'emploi à l'ambassade de France. En fait, c'est tout ça se casse la gueule vite. Donc en fait, là par contre, il y a une remise en question. C'est est-ce que je continue, est-ce que j'arrête? Nous, on a décidé de continuer. On n'a clairement pas fait les chiffres qu'on envisageait de faire pour cette année, clairement pas. Je pense comme beaucoup de personnes dans beaucoup d'industries. Et là, par contre, où j'ai une fierté, personnelle et même collective. Donc je parle aussi au nom de Marie. C'est que beaucoup de boîtes dans le digital sur Lisbonne ont mis la clé sous la porte. Parce qu'ils ont envisagé leur activité comme une activité traditionnelle avec une adresse qui a pignon sur rue. C'est-à-dire que couvre-feu ou pas couvre-feu, on peut appeler ça comme on veut, confinement, pas confinement, c'est ton loyer, tu le payes. C'est con, hein, ton loyer, tu le payes. Tu vas pas dire à ton proprio, il y a un confinement, je peux pas bosser, je paye pas mon loyer. Donc en fait, ils ont continué à sortir des charges, en fait, que nous, on n'avait pas à sortir. Parce qu'on a pris le coup, dès le départ, d'être 100% autonome et 100% ce qu'on appelle aujourd'hui en remote, en télétravail. Donc ouais, il a été vécu, ça m'a mis une claque au niveau du développement de la boîte. Voilà. Après, sur le plan des clients qu'on avait signés à ce moment-là, de ceux qu'on a accompagnés ou autres, ça n'a pas été, ça n'a pas été un choc. Donc on a appris à travailler avec des clients qu'on n'a jamais vus. Clairement, il y a des clients moi que je n'ai jamais vus, avec lesquels j'ai bossé. Il y a des clients qu'on a croisés une fois lors d'un événement et qui sont revenus vers nous quelques mois plus tard, parce que le tour des entreprises, le tour des agences de com sur Lisbonne, une fois qu'il a été fait, en fait, ils se sont rendus compte qu'il y en avait pas mal qui étaient fermés, certaines de manière définitive. En fait, que nous, on était ni ouverts ni fermés. En fait, on était toujours là. Donc ça a été un avantage. Après, pour le bien de la boîte et je pense que pour le bien de tout le monde, si on repart sur des séries de confinement en 2021, à un moment donné, tu peux pas aller digitaliser des entreprises qui n'ont plus d'activité. Un restaurant, c'est très simple, tu peux lui dire de se digitaliser, mis à part être sur Uber Eats ou sur Deliveroo ou autre, c'est très compliqué de le digitaliser. Et je prends l'exemple des restos, il y a c'est n'importe quelle activité. Donc là, nous aujourd'hui, notre boulot, donc, c'est de digitaliser des activités, je vais pas dire des métiers, mais des activités au sein de métiers ou autres. Mais ouais, je pense que au-delà du confinement qu'on a actuellement, c'est difficile pour 2021. Que tu peux t'adapter, mais tu peux pas t'adapter éternellement. Donc quand il y aura la troisième vague, je vais reprendre la phrase d'un orateur que j'ai suivi qui disait quand il y a une vague, le mieux c'est de choisir le boulevard le plus large, planche, et d'attendre que la vague arrive et ne pas se planquer en disant on attend. C'est ce que je te dis, c'est le principe de stop and go. Si on attend le déconfinement, on attend l'été, on attend la rentrée, et puis, il y a un deuxième confinement, on va attendre le deuxième déconfinement, on attend les fêtes de fin d'année, et le confinement a été dur à ce niveau-là. Et en termes psychologiques et même d'équipe, enfin de la vie d'équipe, ça s'est passé comment? Écoute, on s'est pas vu pendant plusieurs mois. Ça t'explose une dynamique. Voilà, ça t'explose une dynamique. Après, il y a eu des moments très compliqués, des moments où tu as besoin, tu as envie de bosser, bien que tu sois en télétravail, comme tu as pu le voir quand tu étais à Lisbonne, on se voit souvent.
Et tout ça, ça disparaît du jour au lendemain. Donc, niveau psychologique, il fallait être prêt, il fallait être solide. Ça n'a pas été fun tous les jours. Clairement, ça n'a pas été fun tous les jours. Et moi, je sais que j'ai dû me mettre des freins parce qu'à un moment donné, le cerveau tourne. Je ne sais pas le mettre sur pause. J'ai toujours un projet, une idée ou une connerie qui traîne au fond du crâne et qui fait que soit tu te tapes des journées de 10-12 heures de boulot, voire plus, pour tuer le temps. Mais ouais, non, sur l'aspect psychologique, ouais, par moments, ça a été compliqué. Ça a été dur. Avec Marie, en début d'année, on a eu une stagiaire, Maïva. Moi, en France, à ce moment-là, elle, avec Marie au Portugal, prend la décision, donc je consulte Marie, ça va très vite, et je prends la décision de faire rentrer Maïva en France pour raisons sanitaires. C'est comment dire, tu es quasiment à 1500 bornes et tu as la responsabilité d'une personne qui risque d'être bloquée à l'étranger. Donc il y a eu ces moments compliqués. Mais après, si tu t'en relèves, c'est top. Je sais plus, je crois que c'est le mec de Mano à Mano qui comparait ça en disant on a eu une première crise, on a eu une étoile sur le maillot. Là, on en est à la 3e, donc on a 3 étoiles sur le maillot. C'est pour ça que je dis honnêtement, 2021, de nouveaux confinements en 2021, ouais, ça peut être très compliqué, mais surtout sur l'aspect psychologique. Et donc là, on a parlé un peu de tout ça, de Lisbonne, du retour. Et là, donc, pourquoi t'es rentré en France, du coup ? Alors, je suis rentré en France, moi, je suis rentré en février parce que j'avais un suivi pour mon genou mon genou vieillissant. Et j'ai repris contact avec le service qui s'occupait de mon genou. Je suis rentré, pour tout te dire, je devais rester un mois et demi en France. Et je rentre le 2 ou le 3 février. Je fais tous mes examens et donc on book une intervention, même moi qui me semble tardive, pour le 19 mars. Et en France, on est confiné le 17. Donc, moi, mon intervention saute. Et de ce fait, je me retrouve coincé en France en attendant le déconfinement pour pouvoir me faire opérer. Ce qui décale, ce qui décale complètement clairement mon début d'année, parce que je dois me faire opérer en fin février, finalement, c'est la mi-mars. Et à la mi-mars, donc t'apprends que tu te feras opérer quand tu sais pas. Et au final, en fait, ouais, je suis rentré en février et je me fais opérer fin mai. Donc t'as 2 mois de rééduc, donc tu passes tout ton été en rééducation à Toulon. Et après, comme tout le monde, donc là, moi, j'ai fait comme tout le monde au départ, c'est-à-dire que j'ai attendu la rentrée. Et je décide en fait de prendre mes billets donc pour rentrer quelques jours au Portugal en septembre. Et je pense que dès septembre, de toute façon on y était, on l'a vécu ensemble. Dès septembre, tu sens que ça va pas redémarrer. Voilà. Moi, je sens très vite que ça va pas redémarrer, que septembre, c'est un espèce de mirage. Et donc là, moi, ce que je fais, c'est que je reprends contact avec ce que je faisais auparavant, c'est-à-dire du conseil en communication. On va dire un peu plus traditionnel au sein de l'entreprise, et je commence en fait je pars sur des contrats de consulting en communication corporate, et c'est ce que je fais depuis septembre. Depuis septembre, ouais, je suis régulièrement en déplacement pour un client qui veut être accompagné dans la gestion de sa communication interne, mais voilà, relativement technique, c'est sur de l'intranet. Donc là, moi, c'est au sein de cette boîte, je dois mettre en liaison, on va dire, la boîte avec des prestataires en capacité de créer un intranet pour cette entreprise. Et c'est une entreprise qui est présente sur 2 continents.
dans 3 pays et qui envisage de s'installer aussi en Italie, en Espagne et au Portugal. Donc de prochaines aventures d'expatriation professionnelle. Ben écoute, il y en a une, il y en a une qui est assez sympa et que j'aime beaucoup, c'est Porto. Ouais, Donc, je serai à Porto pour ce client dans quelques jours. Et puis il y aura sûrement de nouveaux déplacements en Suisse. D'accord. Bon bah écoute, c'est pas mal là, on a déjà fait une bonne petite heure, on n'y est pas encore mais on y est presque. Donc pour que ça soit un peu pas trop, enfin que ce soit pas trop radio bader, c'est vrai que cette année pour tout le monde au Portugal, en France, ça a été compliqué. Après, faut voir ça comme une opportunité. Je conçois que c'est très dur. On en parlera dans les prochains épisodes aussi de la psychologie des chefs d'entreprise durant ces périodes de crise, parce que nous-mêmes, on en connaît beaucoup des chefs d'entreprise et on a vu que certains commençaient à tomber en dépression ou prenaient sur eux beaucoup trop, alors qu'ils n'étaient pas responsables. Mais ce qu'on peut dire par là, c'est que ça a été une année aussi enrichissante. C'est-à-dire que notre génération n'a jamais connu de grands cataclysmes comme ça. On n'était pas prêt et ça a permis de réfléchir à pas mal de choses. Ça a permis de réfléchir sur qu'est-ce que la valeur travail, est-ce qu'il faut faire 12 heures pour être vraiment efficace, est-ce qu'il faut vraiment faire ce qu'on aime dans la vie ou est-ce qu'il faut faire un truc utile. C'est plein de choses qui ont permis et que je pense seront salutaires. Après, il y a toujours un peu ce marasme ambiant qui est un peu compliqué, où on le voit qu'il y a des gens qui perdent leur emploi, on voit qu'il y a des gens qui ferment. Nous-mêmes, on est plus ou moins insécures. L'idée aussi de ce podcast, c'est de partager avec vous vos expériences, de trouver ce que vous avez fait de bien pour encourager d'autres à le faire aussi, et puis de réfléchir sur les choses qu'on nous a appris un peu de travers et qui, durant cette crise, se sont écrasées sur le mur des réalités. Et qui ne permettent pas de rebondir. Donc c'est aussi un peu le sujet de ce podcast, où on va régulièrement avoir d'autres points de vue autres que celui d'Alim et moi-même, sur comment travailler à l'étranger, comment créer sa boîte, même si on est très orienté sur l'étranger, mais ce qui marche à Lisbonne peut marcher à Lyon, peut marcher à Paris, peut marcher à Zurich, quoi. Ça peut marcher partout. Ça peut marcher de partout. Aujourd'hui, surtout, ce que cette crise a amené, c'est la possibilité de ceux qui tenaient un discours, je pense qu'on l'a tenu à tout. Pour l'anecdote, écoute, c'est très simple. J'ai voulu entreprendre pour la première fois, j'avais pas encore mon bac. Clairement, j'avais pas mon bac. J'étais en première ou en terminale. Et on m'a dit, ouais, non, mais si tu veux entreprendre, il faut énormément de fonds. Je suis OK, pas de souci. Donc, écoute, je vais passer mon bac. On m'a dit, ouais, faut que tu rentres dans la fonction publique, le mieux, c'est prof. Et donc, on te vend le truc comme, t'as des vacances, t'es bien payé, machin. Je suis OK, pas de souci. Je l'ai fait. Mais par contre, ouais, j'ai pris les gens un peu de cours, c'est que j'ai commencé à enseigner pendant que j'étais étudiant. Parce que je voulais surtout pas me faire arnaquer. C'est-à-dire qu'à la sortie de mes études, commencer un job, me rendre compte que j'ai pas envie de faire ça, et de perdre 1, 2, 3, 4, 5 ans. Ce qui fait que je commence à enseigner en septembre 2008, au moment où j'intègre mon M1. À la sortie de mon M2, en 2010, j'ai déjà 2 ans d'expérience en tant que prof. Et là, je sais déjà pertinemment que j'ai pas envie de le faire, parce que j'ai déjà déposé les statuts de ma boîte en février. J'ai déposé, j'ai tout fait légalement, c'est-à-dire que j'allais en cours, j'allais bosser, donc j'allais enseigner. Et sur mon temps libre, en fait, j'étais en train de créer ma boîte. Et pour l'anecdote, la boîte, la première, ce que je te dis, c'est Pixel Magazine, c'était dans l'image, donc dans la photo. Donc c'est pas un vrai métier. C'est une passion. T'es un saltimbanque. Pourquoi pas? Et lorsque tu passes le cap où tu commences à en vivre, les gens, ils te regardent autrement. Ils te regardent différemment. Et en fait, il y a un truc qui s'opère chez eux, qui se disent, ah, mais finalement, et si je faisais ce que j'aimais? Après, que les gens le fassent ou pas, honnêtement, ça regarde qu'eux. Hein. Et il y a pas, puis là encore, il y a quelques mois, j'ai été contacté par un proche qui me demandait des conseils sur quel business lancer. Et de toi à moi, ce même proche m'avait dit que ma carrière professionnelle était instable, erratique. Et lui a suivi une filière... ouais, plus classique. Après, on pourra en discuter dans un autre... Il n'y a pas de modèle. Oui, oui. C'est qu'il
pas de modèle. C'est qu'aujourd'hui, c'est ce que je dis, c'est quand tu vois des multinationales fermées, je ne pense pas que toutes les multinationales qui ferment sont en train de licencier des gens qui n'ont pas le bac et qui étaient au SMIC. Voilà, après moi je mets toujours un petit bémol là sur la génération start-up, comme on essaie de nous la vendre, c'est qu'il faut de la sécurité. Il faut de la sécurité. Tu n'entreprends pas sans sécurité parce que c'est le meilleur moyen de te planter. Non, là-dessus, voilà, la première sécurité, déjà, c'est de trouver une idée qui est pas complètement con en te disant, ouais, non, mais de toute façon, je suis seul à penser ça, et t'inquiète pas, dans 10 ans, le monde entier va penser comme moi. Des Bill Gates, des Steve Jobs, des machins, ouais, peut-être t'en as un toutes les générations. Alors, ils ont eu la chance d'en avoir 2 à une époque. Mais là, aujourd'hui, mais vraiment, si tu regardes là-dessus, je pète un plomb, c'est quand je vois des types qui ont 45, 50, 55 ans, qui ont fait de très grandes écoles, des écoles d'ingé, des écoles de commerce, des grandes écoles nationales ou autres, en fait, tu les vois, ils sont à la rue. Ouais, parce que leur métier n'est plus adapté, ouais. Il n'est plus adapté. Leur métier, je ne vais pas dire qu'il n'existe plus. Leur métier, ouais, leur métier n'existe plus. Leur métier n'est plus d'actu. Et lorsqu'ils venaient nous dire que nous, notre job, c'était ce qu'on a... Je ne sais pas si tu as vu le bouquin. Que nos jobs, c'était des bullshit jobs. Ouais, c'est des bullshit jobs. Mais aujourd'hui, va essayer de débaucher un développeur. Va essayer de développer, de débaucher dans la tech, ouais. Dans la tech, ouais, c'est que tu lui donnes le salaire d'un ministre. Et encore. Bref, mais ouais, on en parlera, ça m'intéresse parce que je sais qu'on n'a pas tout à fait le même point de vue et puis pas du tout le même parcours. Mais c'est un truc que je trouve qui est vachement oublié dans l'entrepreneuriat, c'est la sécurité financière. J'en parlais encore avec un ami entrepreneur hier. C'est quelque chose qui, à long terme, épuise l'entrepreneur. D'autant plus dans un pays à l'étranger où tu as moins accès à certains systèmes sociaux qui peuvent t'aider quand même. C'est important de pas l'oublier et c'est important de le dire, je pense. C'est un truc qu'on n'a jamais assez dit à tous ces jeunes là qui viennent et qui se cassent les dents et même ces vieux qui se disent bon voilà, je suis au chômage, je vais ouvrir une boîte. Croyez-moi, la sécurité... Il y a 2 trucs à dire. L'entrepreneuriat, il faut qu'il y ait un minimum de sécurité. Voilà. Ça, c'est la première. Et la seconde, c'est les boîtes qui étaient sécures à une époque, en fait, ne le sont plus. Et là, en fait, il y a deux mondes qui s'affrontent. Il y a 2 mondes qui s'affrontent, et le truc, c'est qu'en fait, c'est que ces 2 mondes qui ne se comprennent pas, parce qu'en fait, on n'a pas été élevé dans le, comment dire, on n'a pas tous eu la même éducation. Ce qui fait, en fait, ouais, il y a un espèce de choc, il y a un cataclysme qui est en train de se passer. Et toi, comment on a cette chance d'être né au milieu des années 80, où on a un œil tourné vers le passé, voir un peu tout ce qui s'est passé et tout ce qu'il y a eu. Donc, ça, mais c'était un passé qui nous tournait vers l'avenir, quoi. Voilà. On n'a jamais autant imaginé, mais là, on rentre dans mon domaine, là. Tu fais exprès pour allonger la sauce. On n'a jamais autant imaginé le futur que dans les années 80. Et bien du sûr. Coup, moi, je le vois avec la génération 2000. Même, on a une appréhension des nouvelles technologies, une façon de les intégrer à notre vie du quotidien qui est très différente de ce que font les jeunes, qui en fait survolent les capacités des nouvelles technologies et ne les connaissent même pas. Et c'est assez marrant. J'étais avec un petit jeune l'autre jour sur un logiciel en mode MS-DOS, et je crois que on a commencé lundi. Je crois qu'aujourd'hui, il a toujours pas compris comment ça marchait. et en fait, il y a rien de plus con. Mais je conçois que dans sa mentalité, dans la façon dont il a appréhendé les nouvelles technologies, où les nouvelles technologies se sont adaptées aux gens, et nous, dans les années 80, c'était nous qui nous adaptions aux nouvelles technologies, et ben je sais que ce merdeux, enfin, excusez-moi de parler comme ça, que ce gamin, dans 10 ans, il sera paumé. Dans 10 ans, quand on arrivera aux matériaux intelligents, voilà. Mais c'est peut-être la force de notre génération d'avoir grandi dans un temps qui imaginait le futur. Et bref. Surtout, et je conclurai là-dessus, c'est qu'on est en espèce d'entre-deux, nous. Je sais plus qui disait, mais ça va me revenir. On est la génération où on a connu Internet après avoir connu les exposés réalisés au CDI le mercredi après-midi. Ouais, et ça change plein de choses, mais je sais que toi, t'es pas trop avec des gens qui ont 10 ans de moins que ton âge, à part Marie, je crois. Ça change beaucoup de choses. Moi, je le vois à la maison avec ma coloc qui a repris des études, qui a pas connu ça, le CDI et machin, et quand elle doit faire un exposé,
eh ben, elle n'y arrive pas parce qu'on lui a pas appris à réfléchir. On lui avait appris que les nouvelles technologies allaient l'aider, mais elle sait pas à l'heure actuelle comment la nouvelle technologie peut l'aider à faire son exposé. C'est ça. C'est un truc de fou et c'est impressionnant en fait. Bref. On va finir là-dessus, on est sur 1 heure pile. Voilà, on a rallongé la soupe. La prochaine fois, on parlera peut-être un peu plus avec un invité, pourquoi pas. On aura un invité, on aura une première invitée qui est à Lisbonne. D'accord. Et en fait, donc on va parler de son parcours, on va parler de ce qu'elle a créé à Lisbonne et pourquoi Lisbonne. Et ben c'est génial et on se retrouvera très vite aussi pour d'autres numéros. N'hésitez pas à nous poser des questions. Là maintenant on pourra les recevoir, je pense, au bout de 3 épisodes. N'hésitez pas à nous poser des questions, n'hésitez pas à nous demander des sujets qu'on traitera avec plaisir. Et puis on revient très vite vers vous. À bientôt, Halim. Ça marche, merci. Ciao, ciao tout le monde.